Il est 12h30 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. Faut-il créer un délit d'homicide routier ? Elisabeth Borne va annoncer ce lundi le remplacement du terme donc homicide involontaire par celui d'homicide routier, mais sans forcément mettre une peine aggravée. Réaction à des affaires retentissantes comme l'affaire Palmade, qui avait tué une femme enceinte notamment et blessé d'autres personnes. L'affaire Aleno, le fils du chef tué par un chauffard sous l'emprise de drogue et d'alcool qui avait volé une voiture. Les associations de victimes réclamaient fortement des réponses. Elisabeth Borne défend justement sa mesure en disant que c'est la reconnaissance des victimes. Nous sommes avec Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, ainsi que maître Antoine Réglet, avocat pénaliste en droit routier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Est-ce que cette mesure va dans le bon sens pour vous ? On commence avec vous, Éric Pauget. Alors oui, moi je suis satisfait de cette pré-annonce qui devrait être confirmée cet après-midi, puisque les associations de victimes attendaient depuis longtemps la création de cet homicide routier. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on est uniquement dans une évolution sémantique ou est-ce que l'on crée une nouvelle infraction autonome et indépendante ? Moi, c'est ce dont pourquoi je plaide. Antoine Réglet, avocat pénaliste en droit routier. À ce jour, c'est un échec retentissant pour le gouvernement et pour les victimes. Il y a bien sûr le point positif, c'est le symbole. Le choix des mots est très important. Le côté homicide involontaire n'était pas audible par les familles de victimes et en ça, c'est très bien. Là où je dis que c'est un échec retentissant, c'est que ça fait 4 mois, donc depuis l'affaire Palmade, que le gouvernement nous annonce qu'on va voir ce qu'on va voir, et par le répressif et par le préventif. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que rien n'est annoncé pour faire baisser les accidents de la route. C'est quand même embêtant. Aucune peine dissuasive n'est proposée puisque l'on ne change rien. Et au final, on a 4 mois d'espoir qui aujourd'hui deviennent des illusions. Éric Pauget, est-ce que vous êtes d'accord avec maître Antoine Réglet ? C'est pas dissuasif parce que pas assez répressif ? Alors déjà, on va voir ce que va concrètement annoncer la Première ministre cet après-midi, puisque le comité interministériel se réunit actuellement. Effectivement, moi je rejoins l'avocat qui est sur l'antenne avec nous. Maître Réglet. Si uniquement c'est du sémantique, si uniquement c'est de l'annonce, ça ne servira à rien. Il faut, moi c'est ce que je défends, une sanction autonome avec un quantum de peine adapté pour que la réponse pénale correspondent à ce que vivent les associations de victimes. Et effectivement, j'espère que cet après-midi, il n'y aura pas que l'annonce de l'homicide routier. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'annonces autres qui sont attendues par les victimes. Moi, je travaille beaucoup avec la Ligue contre la violence routière au niveau national qui porte un certain nombre de demandes. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas que cette annonce cet après-midi, effectivement. Quand vous parlez de peine adaptée, maître Antoine Réglet, j'imagine que vous y avez réfléchi depuis un petit moment. Vous pensez à quoi précisément ? Parce qu'on rappelle la loi, maître, 5 ans pour l'instant et 75 000 € d'amende. Oui, 5 ans lorsqu'il n'y a pas de circonstances aggravantes, 7 ans lorsqu'il y en a une et 10 ans lorsqu'il y en a 2. Et les propositions de loi, je crois que c'est celle de monsieur le député, mais si ce n'est pas la sienne, pardonnez-moi, prévoit soit d'augmenter les peines, soit de mettre 10 ans dès la première circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'on passerait de 7 à 10, ou alors, en cas de récidive, je crois, de criminaliser ça, c'est-à-dire de dire, en cas de récidive, c'est plus un délit, ça devient un crime, passible de la cour d'assises et passible de 15 ans de réclusion criminelle. Moi, à titre personnel, en tant qu'avocat, je ne suis pas favorable à une répression plus grande. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que l'expérience démontre que ça ne change rien, que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les gens savent ce qu'ils encourent, ça les empêche pas de boire et de fumer avant de prendre le volant. J'adorerais, en revanche, qu'on se préoccupe, après la répression, d'abord de l'accompagnement psychologique des victimes, et ça, personne n'en parle jamais. Le chef Aleno en avait parlé, puis on n'a pas. Et deuxièmement, quelque chose qui m'apparaît beaucoup plus intéressant, c'est de condamner les gens sous stup ou sous alcool qui tuent ou qui blessent à payer tout partie de l'indemnisation due à la victime. Aujourd'hui, les assureurs font ce travail-là. Quand demain, vous savez que vous pouvez être endetté à vie
pour une conduite sous alcool ou stupéfiant alors que vous allez causer la mort, je vous prie de croire qu'à mon avis, ça, c'est bien plus dissuasif que d'augmenter, voire doubler les peines. Éric Pauget, justement, il y a deux choses auxquelles vous pouvez répondre à Maître Antoine Réglet. Les peines que vous souhaiteriez, vous, en tant que député LR, et les mesures que propose Maître Réglet, justement, qui semblent, à son sens, plus efficaces que ces peines répressives augmentées. Alors, sur le quantum de peine, moi, je suis favorable à ce qu'on le durcisse, mais je rejoins aussi la position qui dit que ça ne doit pas être la pierre angulaire. Parce que malheureusement, les tribunaux prononcent rarement les peines maximales et surtout, il y a un deuxième problème qui est l'effectivité de la peine. C'est-à-dire qu'une fois que la peine est prononcée, il faut qu'elle soit mise en œuvre. Là, il y a un champ de travail qui est énorme. On ne pourra pas tout résoudre en quelques annonces cet après-midi. On ne peut pas travailler dans tous les deux. On ne peut pas travailler dans tous les domaines. Moi, je pense que si effectivement cet après-midi, l'exécutif propose la création de l'homicide routier, moi, ce que je souhaite, c'est que derrière le Parlement et les députés, parce que moi, ça fait 1 an que je travaille sur le sujet avec des députés de toutes sensibilités confondues, tous se retrouvent sur l'idée de créer cet homicide routier et par la voie par laquelle moi je l'ai amené, c'est-à-dire de s'appuyer sur le code pénal qui aujourd'hui reconnaît une atteinte à la vie qui résulte de l'intoxication volontaire. Donc, on a un chemin pour y arriver et pour créer une infraction autonome avec le quantum de peine qui va avec. Éric Pauget, c'est vrai. Oui, allez-y, je vous en prie. Il faut un volet préventif et moi je crois beaucoup aussi au fait de travailler sur le suivi des victimes. J'ai rencontré la famille Aleno à plusieurs reprises, qui m'accompagne d'ailleurs dans mon travail et qui soutient la rédaction que je propose. Bien sûr que les victimes doivent être beaucoup plus et beaucoup mieux accompagnées. Aujourd'hui, c'est d'une froideur terrible. Moi, dans ma ville d'Antibes, ce qui m'a fait travailler sur le sujet, c'est que j'ai un jeune, Noé, 16 ans, qui est mort l'année dernière, qui était membre de l'équipe de France de tir, qui était un potentiel olympique. C'est un chauffard ivre et sous stupéfiant qui le tue. Et derrière, 2 mois après, la famille se rend compte que le présumé meurtrier, mais dont tous les faits concordent pour savoir que c'était lui qui a provoqué l'accident, est remis en liberté en attendant son procès. Donc la préventive doit être retravaillée, l'effectivité de la peine doit être retravaillée aussi post-procès. Le chantier, il est très vaste. On revient vers vous parce que les auditeurs réagissent, 0826 300 300. Nous sommes en ligne avec Guillaume qui nous appelle de Cambrai. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Bonjour, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Alors, au-delà d'un simple remaniement purement sémantique, qui est pour moi presque encore une fois, malheureusement, de la pure communication, je pense qu'on a besoin d'actes beaucoup plus forts. Et selon moi, à partir du moment où on prend la route sous emprise de stupéfiants, d'alcool, voire même l'utilisation d'un téléphone qui pourrait occasionner un décès routier, pour moi, on est... je ne vais pas dire qu'on est criminel, mais on est en pleine conscience de ce que l'on a fait. Et donc, on ne peut pas parler d'homicide involontaire. Pour moi, on devrait passer sur un homicide volontaire presque. C'est peut-être exagéré, évidemment, mais je grossis peut-être le trait. Mais sincèrement, on est en pleine conscience. Puisque avant d'utiliser son téléphone, avant de prendre de l'alcool ou des stupéfiants, on sait pertinemment que notre fonctionnement va être altéré. Surtout qu'il y a de la prévention quand même, on nous le dit suffisamment. On le dit, on le redit. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Non, à un moment donné, moi, je ne peux pas penser autrement. À un moment donné, dans notre pays, je pense qu'il faut être ferme et assumer les conséquences de nos actes. On n'est pas des enfants, on sait ce que l'on fait. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut tout simplement assumer et avoir une sanction pénale qui est à la hauteur de ce que l'on a commis. Voilà, c'est mon avis. Merci en tout cas, Guillaume, d'avoir appelé, d'avoir réagi sur notre antenne. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous voulez apporter d'autres réactions. Maître Antoine Réglet, c'est pas faux ce que nous dit Guillaume. Dans notre pays, il le dit, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 1970, l'excès de vitesse et l'alcool était limite une circonstance atténuante, justement, des accidents. Ça paraît incongru. On a fait du chemin, heureusement. Mais à quel prix? Le prix, on le connaît, c'est le prix de la vie de milliers de personnes par an sur nos routes. Donc, oui, moi je suis assez d'accord avec Guillaume, et qui a le bon sens des gens du Nord. Il appelait de Cambrai, je les connais bien, moi, les Cambraisiens. Il y a une piste répressive qui est
très intéressantes pour répondre à ce caractère quasi volontaire. Et monsieur le député, je pense, sera d'accord avec moi. Aujourd'hui, il existe la possibilité pour un fait non intentionnel de répondre d'un crime devant la cour d'assises, c'est les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est-à-dire, c'est pas vraiment involontaire, mais c'est pas vraiment volontaire. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, si une piste répressive doit être exploitée, c'est celle-là, c'est celle de la criminalisation de ces comportements-là. Parce que quand vous parlez aux gens de la cour d'assises, quand vous leur dites qu'ils n'encourent plus 5, 7 ou 10 ans, mais 15 ans de réclusion criminelle, et qu'ils pourraient être jugés par des citoyens, je puis vous assurer que ça va faire tilt. En réalité, les gens n'ont pas peur de la justice délictuelle, mais je crois qu'ils ont encore très peur de la justice criminelle. Ce serait peut-être disproportionné. Reste à savoir s'ils sont en toute conscience de ce qu'ils risquent. C'est une demande très importante des victimes, malgré tout, de dire il faut peut-être criminaliser, même si on peut avoir des réserves sur ce point-là. Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, vous êtes toujours avec nous. Maître Antoine Réglet, avocat pénaliste en droit routier aussi. Il y a une autre affaire qui est sur le même thème. Un octogénaire suspecté d'avoir mortellement renversé 2 autres personnes âgées à 3 mois d'intervalle à Saint-Malo a été mis en examen ce week-end. Hier pour homicide involontaire. Premier accident le 7 avril, il percute un homme de 80 ans qui traversait un passage piéton, il est tué sur le coup. Début juillet, rebelote, il renverse un octogénaire de 83 ans dans un autre accident à proximité du premier. Ces accidents, il y en a malheureusement plusieurs milliers en France, on rappelle le chiffre, 3260 accidents mortels, sauf que celui-ci aurait pu être évité, en tout cas c'est ce que pense la fille de la victime. Éric Pauget, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'il est rappelé que la victime avait encore son permis de conduire lors du deuxième accident. Alors là, on n'est plus du tout dans le champ de la consommation volontaire d'alcool. Non, c'était dans le même thème. On a élargi effectivement aux accidents routiers et il y a une forme de laxisme justement propre à notre pays. Vous savez, quand Jacques Chirac était président de la République, il y a eu l'arrivée des radars automatiques au bord de la route, très décriés. Néanmoins, en l'espace de 3 ans, on a divisé par 3 le nombre de morts sur la route. Donc ça montre bien que quand il y a de la fermeté, quand il y a de la répression, on a des résultats. Rappelez-vous les radars, il y avait 10 000 morts sur la route, on est tombé à entre 3 et 4 000. Donc oui, il faut plus de fermeté, plus de répression. Sur le sujet que vous mentionnez, est-ce que l'idée d'une visite médicale à partir d'un certain âge pour détenir son permis de conduire, ça ne serait pas une idée à creuser? Ça se fait dans le domaine professionnel, par exemple pour un chauffeur routier ou un chauffeur de bus. Il y a peut-être des choses à imaginer. Effectivement, ça se fait surtout dans les autres pays voisins. On revalide le permis à partir de 50 ans au Portugal. On le revérifie un certain nombre d'années après. Maître Antoine Réglet, effectivement, ça pose la question de la capacité des personnes affaiblies à conduire. Et faut-il revalider le permis de conduire après un certain âge ? C'est une question qui mérite d'être explorée. Moi, ce que je retiens, c'est malgré tout que les accidents les plus graves sont causés par les 18-24 ans. Oui. Alors, je veux bien qu'on discrimine les personnes âgées, pourquoi pas, mais il va falloir alors qu'on se pose la question aussi de discriminer les 18-24. Si on va chercher les personnes âgées, il va falloir qu'on aille chercher aussi les 18-24. Les personnes âgées, est-ce qu'elles roulent plus prudemment que les autres? J'ai l'impression que oui. Je pense que les jeunes sont peut-être moins prudents. J'ai peur qu'on se trompe de problème. Encore une fois, vous voyez, j'ai peur qu'on prenne, mais c'est très politique ça, un fait divers dramatique, qu'on apporte une réponse qui sera évidemment décevante, et comme ça le politique se dédouanera en disant nous on a fait ce qu'on a dit et on a fait ce qu'on a pu. Pourquoi il avait encore son permis de conduire? Il avait tué un premier homme, c'est ça Je vous donne la réponse. Oui. Dans 95% des cas, le préfet prend une suspension provisoire dans ce genre de cas. Il ne l'a pas fait dans ce cas-là. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Il pouvait le faire. Donc si là, on va chercher une co-responsabilité, l'auteur présumé innocent, bien sûr, mais ce serait peut-être bien de demander des comptes à monsieur ou à madame le préfet,
pourquoi n'a-t-il pas suspendu le permis de cette personne-là? C'est vrai qu'il y avait une mensuétude parce que ça ne lui était jamais arrivé, il n'y avait pas d'antécédent, il était lui-même aidant, hein, il aidait sa femme malade, il y a donc eu une forme de... Que l'État ne vienne pas nous dire à côté, c'est scandaleux. Si l'État qui est déconcentré par le préfet lui a laissé cette possibilité-là, je rappelle qu'il est présumé innocent et donc ça pouvait être audible comme position. Mais pardon, on ne peut pas, quand on est État, venir dire à Paris c'est scandaleux, quand l'État déconcentré par le préfet, qui répond aux ordres du ministère de l'Intérieur, vient dire oh ben non, on va le laisser conduire. Donc posez la question des visites médicales. Si ça vous fait plaisir, si vous pensez pourquoi pas, mais de grâce. Qu'on arrête de regarder par le petit bout de la lorgnette des faits divers et qu'on arrive enfin à se concentrer sur les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui tuent ou qui blessent. Quand je dis bonnes personnes, c'est, vous avez compris, la bonne tranche d'âge, quoi. Merci en tout cas à tous les deux, Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, et Antoine Réglé, avocat pénaliste en droit routier, d'avoir été mes invités. Merci à vous. Et un peu plus léger à présent, vous avez envie de connaître les derniers secrets des stars. Cela vous amuse de voir votre acteur favori en mauvaise posture avec une femme qui n'est peut-être pas la sienne, ou des bourrelets de telle ou telle actrice pourtant normalement parfaite en maillot de bain. Alors restez avec nous parce que dans quelques instants, mon invité sera Pascal Rostin, de François Mitterrand à Jacques Chirac en passant par Johnny ou Lady Di. Il les a tous photographiés depuis maintenant 40 ans. Et nous sommes de retour, 12h48 en direct sur Sud Radio. Ça réagit beaucoup sur le sujet des délits d'homicide routier. Vous le savez, Elisabeth Borne devrait annoncer cet après-midi le remplacement du terme homicide involontaire par celui d'homicide routier. A priori, sans peine aggravée. Est-ce la bonne mesure? Va-t-elle être efficace, justement, puisqu'il n'y aura pas, a priori, ces peines aggravées? On a décidé de donner la parole encore aux auditeurs parce que vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300 sur ce sujet. Il y a Lionel d'Avignon qui voulait réagir. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Réaction donc à ces débats que vous venez d'entendre. Alors moi je vais y aller gentiment et doucement. Mais sûrement. Je dirais que simplement j'ai été victime d'un grave accident de la route. Donc cela fait 8 mois. Je dirais qu'en fait, la personne qui a créé l'accident, moi, ce que je ferais, je l'amènerais chez les victimes. Vous voyez ? Tout à fait. Voilà, pour qu'elle ait conscience de ce qu'elle a fait. Parce que c'est trop facile, je trouve. Oui. Vous voyez ? C'est un accident, je le comprends. Ok, les accidents, ça arrive tous les jours. Je peux tout comprendre. Mais quand il y a des conséquences énormes sur la vie des personnes derrière, et que la personne, elle, est en liberté, reprend son travail, reconduit derrière, vous vous rendez compte? Absolument. Je trouve ça abominable, voilà. Mais par contre, l'amener chez les victimes, et qu'elles voient les dégâts qu'elle a fait, qu'elles comprennent ce qui se passe, vous voyez? Parce que c'est vite fait de se détacher d'un accident, vous voyez. Et oui, vous avez eu un accident, d'accord, allez, il a peut-être été sous le choc, ok, mais lui va reprendre quelque part, une vie normale. Mais les victimes, elles, waouh, je peux vous assurer que ça fait 8 mois que je déguste, je suis toujours sous antidépresseur, c'est l'enfer, voilà. On vit un enfer. Et ça, je pense que quand même, la personne qui est responsable de cet accident, il faudrait qu'elle sache ce qu'elle a fait. Mais vraiment, quoi, vous voyez, c'est là où j'insiste vraiment, moi. Et après, vraiment, une prise en charge des personnes accidentées, pas qu'on vienne vous voir sur votre lit d'hôpital, vous voulez voir un psychologue, ben non, vous êtes sous le choc. Lionel, ça paraît tellement évident ce que vous nous dites. C'est une mesure de bon sens. On y a tous pensé lors de l'affaire Palmade. Ça paraît incroyable que ça ne soit pas déjà mis à l'œuvre, en place. Voilà, c'est ça. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que je ne souhaite ça à personne. Je vous assure, vivre ce que j'ai vécu là, je ne le souhaite à personne. Voilà. Mais par contre, que la personne responsable, qu'elle le voit et qu'elle vienne chez la personne, vous voyez, et qu'elle se rende compte de ce qu'elle a fait. Et là, je pense que ça changerait peut-être beaucoup de choses dans sa tête. Bien sûr. Parce que, là, c'est facile. Voilà. Mais ça couperait l'envie de recommencer à conduire sous drogue ou sous alcool. Prendre conscience de ce qu'elle a fait quand même. Voilà.
parce que bon, après un jugement au tribunal, ok, tout ça, mais ouais. Et puis l'accompagnement des victimes, quand vous êtes à l'hôpital, je vous dis, alors là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que c'est le premier grave accident que j'ai comme ça de la route. Et je pense que je réfléchis à quelque chose pour aider les gens qui auront des accidents prochainement. Voilà. J'y pense, je réflifie à tout ça. Bien sûr. Parce que je me dis, c'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez, en tout cas, c'est un témoignage fort. Merci Lionel de nous avoir appelé d'Avignon. Bon courage à vous. On vous souhaite le meilleur dans votre rétablissement et merci de nous avoir apporté votre témoignage. Et nous sommes en direct à présent avec Pierre Meurin, député RN du Gard, justement, qui est lui aussi au fait de ces questions. Pierre Meurin, bonjour. Bonjour Madame Demeru. Bonjour. Vous vouliez vous aussi réagir à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis président du groupe d'études sur la sécurité routière à l'Assemblée nationale. Oui. Et évidemment, je m'intéresse fortement à ces questions qui sont liées évidemment à un certain nombre d'événements graves qui se sont produits ces derniers mois, grossis évidemment par les réseaux sociaux. Tout ceci me semble important, puisqu'on parle là de la grande délinquance routière. Alors, le sujet, c'est la création d'un délit d'homicide routier. Alors, c'est symboliquement, notamment pour les victimes, cette nouvelle qualification me paraît meilleure que celle d'homicide involontaire, puisqu'il s'agit quand même de rendre des comptes aussi devant les victimes et devant la. C'était le but d'Elisabeth Borne qui dit voilà. C'est la reconnaissance des victimes, effectivement. De ce point de vue-là, cela me convient. Néanmoins, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que malgré, y compris avec l'ancienne incrimination, celle d'homicide routier involontaire, le sujet c'est le fait de prononcer des peines et que les délinquants aillent, les meurtriers du coup de la route aillent réellement en prison. Je tiens à rappeler que, y compris dans le cadre d'un homicide involontaire, les coupables encourent entre 5, 7 et 10 ans de prison, selon les circonstances aggravantes et la récidive, et plusieurs milliers d'euros d'amende. Il se trouve que devant la justice, seulement un meurtrier sur 3 qui a tué quelqu'un sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants va effectivement en prison. Donc, la question est pas de savoir pas de savoir si on modifie la sémantique. Je vous ai dit que j'étais favorable à cette modification sémantique pour rendre hommage aux victimes. En revanche, il faut que les délinquants payent réellement. Et qu'on applique déjà peut-être la loi, celle qui est déjà en place peut-être. Il faudrait instaurer des peines planchées dans le cas d'infractions entraînant la mort d'un autre usager de la route. Et là, le sujet, il est très important. Moi, ma psychologie, c'est qu'il faut laisser tranquille, foutre la paix aux automobilistes du quotidien qui font des petits excès de vitesse, mais être particulièrement ferme avec la grande délinquance routière, selon l'argumentaire que je viens de vous distribuer. Vous avez entendu, j'imagine, le témoignage de Lionel assez poignant à l'instant, qui disait tout simplement une mesure vraiment de bon sens à laquelle on a tous pensé quand on a entendu l'affaire Palmade notamment. Pourquoi ne pas tout simplement contraindre justement ces délinquants de la route à se rendre dans des centres de rééducation, de rencontrer des victimes? Est-ce que ça se fait déjà à votre connaissance? Non, alors ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'avais une idée là-dessus. Je pense que toute première grande infraction routière doit conduire à une sensibilisation en situation, une simulation virtuelle des conséquences que peuvent avoir un acte aussi grave qu'un très grand excès de vitesse, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique délictuel, conduite sous stupéfiants, que ces personnes, avant qu'ils aient eu un accident mortel, puissent visualiser les conséquences dramatiques que peuvent avoir sur la vie des autres leur comportement. Et je pense que cette sensibilisation, si elle est évidemment insuffisante et qu'en réalité le juge de paix c'est le fait de payer pour son crime, pourrait être, à mon avis, une bonne idée. Et donc, mais vous croyez vraiment, Pierre Meurin, que les choses vont changer, parce que vous savez aussi bien que moi que ces gens-là, ils ont des addictions à la drogue, à l'alcool. Est-ce qu'ils sont vraiment en pleine conscience, tout simplement?
Déjà, tout le monde n'a pas d'addiction, hein, en réalité, à l'alcool. On peut très bien être à une soirée et boire un coup, et donc être Non, mais là, au-dessus je des parlais limitations. effectivement de l'affaire Palmade, par exemple. Oui, on voilà. est bien d'accord. Par exemple. Mais écoutez, si vous voulez, les addictions, ça se traite. Il y a clairement aussi un autre sujet qui est connexe à la sécurité routière, qui est la lutte contre les addictions en France en général. C'est un sujet beaucoup plus général de santé publique. Il faut en effet renforcer la lutte contre les addictions. Il s'agit surtout d'aider des personnes à sortir de leur état d'addiction, qui est un sujet en réalité de santé publique. Donc en fait, tout est lié, mais il est évident que quelqu'un qui est sous substance, qui est sous stupéfiant, ne devrait pas pouvoir prendre le volant, si vous voulez. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a une radicalisation des jeunes sur la route sous usage de stupéfiants. C'est un phénomène aussi qui m'inquiète, qui est une espèce de radicalisation liée un peu aux réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, etc., où on se lance des... Ben oui, mais c'est un peu comme les émeutes. Hein. Non, mais c'est une réalité où on se lance des défis à se comporter de façon particulièrement dangereuse au volant. Et je pense que c'est un phénomène sur lequel l'État devrait se pencher de façon très sérieuse. Merci beaucoup Pierre Meurin d'avoir été avec nous, un député RN du Gard, de nous avoir vous aussi apporté votre réaction.